Laure Guirguiz, bonjour. Quelles sont les principales causes qui ont déclenché le mouvement qui a fait chuter Hosni Moubarak? Alors, on peut repérer quatre principales causes. D'une part, un mécontentement social grandissant depuis 2005, avec des mobilisations ouvrières, des mobilisations des fonctionnaires, des enseignants, sans cesse depuis 2005. Et puis, l'étincelle de la révolution tunisienne et de la mort sous la torture de Khaled Saïd. On peut aussi compter au nombre de ces causes l'opposition de l'armée au scénario de la succession Gamal Moubarak à Hosni Moubarak. Et puis l'échec de la politique clientéliste du PND et aussi l'avènement d'une nouvelle génération, donc une rupture générationnelle. Depuis ces journées de janvier 2011, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé en Égypte dans la vie quotidienne en quelque sorte? Alors ce qui a changé, je pense, c'est qu'effectivement, dans la mentalité des gens, tout d'un coup, il y a un horizon qui, à nouveau, est apparu, quelque chose qui est devenu possible, alors qu'effectivement, avant, on avait l'impression que les gens étaient vraiment sans espoir. Là, comme ça a été beaucoup répété dans les médias, on a parlé de la barrière de la peur qui était tombée, et ça, c'est essentiel. Je pense que ça a libéré les langues, il y a à nouveau un peu d'espoir. Ce qui n'a pas changé, c'est que pour l'instant, la situation économique demeure catastrophique, et qu'on voit que c'est les tendances politiques et les forces politiques qui avaient déjà pignon sur rue qui sont encore dominantes, mais d'autres forces vont sans doute se former et commencent déjà à émerger. Alors justement, on a eu l'impression lors de la révolte de janvier et lors des mois qui ont suivi que les motivations de ce mouvement étaient en quelque sorte démocratiques, on dira, et sociales, les mots d'ordre de liberté, de justice, de la lutte contre la corruption, mais sans référence précise à une idéologie religieuse. Alors comment vous expliquez le raz-de-marée islamiste, comme on dit ici, du scrutin qui est en cours, et en particulier le score des salafistes? Alors je crois qu'il y a déjà aussi une vision fausse dès le départ des médias occidentaux. Qui ont voulu voir de la démocratie et de la liberté dans les revendications des gens et qui ont cru, enfin qui les ont vues, elles existaient, mais qui ont tout de suite cru que la revendication de liberté et de démocratie signifiait que ces revendications étaient uniquement sécularistes. Or, en Égypte, on peut dire que même si ces revendications étaient là, elles n'étaient pas formulées à l'encontre ni contre la religion. Une partie de la jeunesse qui était militante et des gens demeurent attachés aux valeurs religieuses et aussi inscrits dans des réseaux de solidarité religieux. Donc ce n'est pas un raz-de-marée qui vient par surprise, c'est une tendance lourde de la société égyptienne depuis 30 ou 40 ans et qui concerne aussi les jeunes, même si les pratiques religieuses et l'engagement religieux des jeunes dans les mouvements islamistes est différent de celui de leurs aînés. Dans le contexte égyptien, quel est le sens du score somme toute modeste mais réel des libéraux et de la gauche laïque ou séculariste, comme vous dites? Ces mouvements ont-ils encore en Égypte un avenir? Écoutez, il faut espérer qu'ils ont surtout un avenir puisque c'est des mouvements récents. La Kotla, donc le bloc qui est formé du Parti libéral, du Parti social-démocrate et du Parti Tagamour de gauche, à l'exception du Tagamour qui existe depuis plusieurs années et plusieurs décennies, les deux autres partis sont des formations récentes et donc qui ont à peine eu le temps de se préparer pour une campagne et qui n'avaient aucune base électorale. Donc finalement, on n'a pas encore les résultats, mais il semble que finalement ils fassent un score qui soit tout de même loin d'être négligeable puisqu'il s'agirait de 10% à certains endroits, voire de 20% au Caire, donc ce serait plutôt extrêmement encourageant. Est-ce que les discriminations et les menaces envers les Coptes vont, d'après vous, s'intensifier dans le contexte actuel ou prévisible à court terme? Étant donné qu'il y a tout de même une exacerbation des tendances lourdes et que la tendance lourde depuis une trentaine d'années va à la communautarisation croissante de la société et à la recrudescence des violences, comme de plus recrudescence des violences interconfessionnelles, comme on les appelle de manière erronée, et également d'une recrudescence de la violence en généralité et de la criminalité, il y a de fortes chances pour qu'il y ait aussi plus de conflits entre les chrétiens et les musulmans, ou pour être plus précise, d'attaques contre les Coptes. À court terme en tout cas. Quel est l'enjeu d'après vous de l'opposition qu'on sent en ce moment entre l'armée et les frères musulmans, enfin le parti je crois de la liberté et de la justice, ou Justice et Liberté qui est son nom, autour du rôle du Parlement qui est en train d'être élu, en particulier le rôle de ce Parlement dans l'écriture de la Constitution. Et sur quoi cela peut-il déboucher?
Alors, l'enjeu de la lutte, bien entendu, comme les frères pensent qu'ils vont avoir un nombre de sièges important, ils veulent négocier une part du gâteau la plus importante possible et avoir un rôle important, non seulement au Parlement, donc un pouvoir décisionnel, et en plus de ça, en ce qui concerne la rédaction de la Constitution. Maintenant, il est difficile de dire pour l'instant sur quoi ça va déboucher. Quels sont les points de clivage dans la rédaction de la prochaine Constitution? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que certains points fassent l'objet d'affrontements politiques importants dans le pays, certains points de la future Constitution? Il est possible que la question de l'article 2, qui mentionne que l'islam est la religion d'État et que les sources de la charia sont les principes de la charia sont les sources de la législation. Il est possible que cette question-là soit à nouveau l'objet d'un débat, puisqu'elle avait déjà focalisé l'opinion égyptienne en 2007. Certainement aussi les prérogatives distinctes du président de la République, du Parlement et les procédures électorales. La question de l'égalité des citoyens entre eux, quelle que soit leur appartenance religieuse, est une question qui peut émerger dans le débat autour de la Constitution. Je pense qu'elle émergera justement à propos de l'article 2, parce que il y a des discriminations en Égypte, mais d'un point de vue strictement légal, il n'existe pas de discrimination. Par contre, les chrétiens arguent que le fait que cet article qui fait de l'islam la religion d'État et des principes de la charia à la source de la législation signifie qu'eux sont par conséquent des citoyens de seconde zone. Donc la question de l'égalité peut effectivement être abordée par ce biais-là. Est-ce que les élections présidentielles ne vont pas se traduire par la mise en avant d'options politiques plus claires que ce qu'on a pu voir mettre en avant dans le cadre des élections législatives où il y avait une très très grande multiplicité à la fois des lieux de vote et des candidats dans ces différents lieux? Oui, certainement, au moment des présidentielles, les candidats seront amenés à présenter un projet plus clair, puisque l'influence des réseaux locaux sera moins importante et que sans doute les gens vont plus voter peut-être pour des raisons idéologiques. Il y aura moins de flou aussi au niveau de la multiplicité des candidats, parce que pour l'instant, c'est vrai que dans les listes, avec toutes les nouvelles figures, souvent les gens ne savent pas très bien pour qui ils votent. Donc on peut espérer effectivement que le débat va émerger à ce moment-là. Dans le contexte difficile sur le plan économique et social, quid des revendications sociales qui étaient importantes avant et pendant le mouvement par rapport au salaire minimum, par rapport à l'organisation d'un mouvement syndical indépendant, par rapport aussi aux services publics et à la protection sociale? Oui, alors il existe déjà donc plusieurs syndicats indépendants qui avaient réussi à se constituer au cours des années précédentes. Et effectivement, on remarque déjà maintenant dans les campagnes que de toute façon, la plupart des candidats mettent ces questions-là en avant, puisqu'ils savent que c'est ce que les Égyptiens attendent d'eux au premier chef. Et donc on peut supposer que la plupart des candidats vont faire des propositions en ce sens. Savoir après comment ils vont relever le défi, c'est une autre question, et ça va être effectivement un défi majeur. Alors dernière question, quel pourrait être le rôle de la France ou de l'Union européenne pour aider l'Égypte sans s'ingérer dans leurs affaires? Alors la France, elle a de moins en moins d'influence. Quant à l'Europe, étant donné qu'elle n'a pas déterminé de politique vraiment unifiée à l'égard de la politique étrangère, c'est difficile de savoir. Mais effectivement, des aides, des contrats, sans doute pour relancer absolument la production et l'économie égyptienne. Est-ce que le problème économique de l'Égypte aujourd'hui, c'est l'absence de production ou c'est le fait qu'il n'y ait plus de touristes? Alors c'est les deux, mais disons que le problème c'est qu'effectivement justement l'économie égyptienne reposait essentiellement sur le tourisme et donc pas sur une économie productive. Il faudrait absolument relancer la production et qu'elle ne repose pas simplement sur le tourisme et sur la rente. Parce qu'il y a tout de même énormément de force et d'énergie et d'idées dans ce pays. Eh bien merci Laure pour